Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs et les coachs de mettre ou remettre leur santé au cœur même de leur business plan. Et dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Bernard Joseph, un invité avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, de collaborer sur un projet de santé en entreprise voici une dizaine d'années, alors que Bernard était dans, je dirais, sa deuxième carrière, car vous allez découvrir son histoire, et c'est surtout dans sa dernière carrière, celle-ci, que je vous invite à être particulièrement attentif, tant c'est inspirant, intéressant dans l'évolution économique, planétaire, humanitaire que nous vivons aujourd'hui. Nous allons parler de décroissance, nous allons parler de bonheur, nous allons parler d'équilibre et d'investissement aussi bien envers soi, envers la planète et envers la communauté. En effet, Bernard est devenu spécialisé en permaculture, la permaculture qui vous permet d'être assez indépendant, je dirais, au niveau alimentaire, mais ça ne s'arrête pas là. La permaculture peut également être adaptée au design de votre vie et c'est ainsi que Bernard propose du coaching en design de vie. Alors, si ces différentes thématiques vous intéressent, vous interpellent, eh bien, je vous invite dans cette interview et également à poser des questions dans les commentaires ou à contacter directement Bernard. Alors, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite tout d'abord une très bonne écoute et ensuite de prendre soin de vous en espérant que cette nouvelle interview ait pu vous inspirer à nouveau. Voilà, à très bientôt. Salut, salut. Bonjour Bernard, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, mais écoute, je vais très bien, d'autant plus que ce matin j'ai été courir, j'ai fait ma séance de running, enfin, parmi les 3 séances que je fais chaque semaine. Et D'accord. donc, les jours où je cours, je me sens généralement vitalisé comme ça, je me sens plein d'énergie, en pleine forme et ça fait du bien. Oui, surtout que tu nous reçois aujourd'hui dans un endroit particulier. On va revenir un petit peu sur les différentes grandes étapes de ta carrière. Mais là, peux-tu nous préciser où es-tu exactement, dans quelle région tu nous accueilles aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis belge, donc j'ai vécu une grande partie de ma vie à Bruxelles et puis 4 ans aux États-Unis. Et puis depuis à peu près 7 ans, je suis venu m'installer ici avec ma compagne en Dordogne, donc dans le sud-ouest de la France, entre Périgueux et Bergerac, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et je suis venu m'installer dans un éco-hameau. C'est Et ça. donc, voilà, c'est un éco-hameau dans lequel donc on a acheté une parcelle et on a autoconstruit notre maison. Voilà, C'est ça. Et donc maison évidemment, autonome. ouais, et donc évidemment, le parcours de ce matin devait être loin de la ville, mais à travers. C'est quoi la campagne ou le paysage que tu as autour de toi? Oui, ici, c'est assez vallonné. C'est Donc, ça. oui, ça fait que monter et descendre tout le temps. C'est pas des très longues côtes, mais tu peux avoir une côte de 1 kilomètre facilement. Et ça monte et ça descend tout le temps. Donc, c'est assez cardio. Et c'est bon pour l'entraînement, quoi. Voilà, que du plaisir, hein, on va y revenir. Donc, si tu me Oui. permets, on va revenir un petit peu sur les grandes étapes de ta carrière, hein. Tout d'abord, ben, tu es né dans le début des années 60, tu l'as dit, tu es d'origine belge. Tout petit, tu as déjà pratiqué pas mal de sports, le ski, l'équitation, le tennis et la course à pied qui intervient ben, assez rapidement dans ton parcours. Et tu fais un premier marathon en 1984 et tu me dis dans ta biographie que tu fais ton dernier en 2014. J'aimerais Oui. revenir un petit peu sur cette partie de ta carrière. Comment a évolué cette pratique, je dirais, de la course à pied, dans le sens où on se connaît maintenant depuis une dizaine d'années. J'ai déjà partagé, pas partagé, mais on a eu des projets ensemble et j'ai pu découvrir plusieurs parties de tes carrières, puisque tu en as plusieurs à ton actif. Mais au niveau course à pied, je sais que tu as un parcours aussi recherché finalement, hein. Qu'est-ce qui t'a motivé la toute première fois à faire le marathon quand tu avais 22 ans? Alors ça, c'était un défi. On s'était retrouvés à 3. Donc j'étais toujours à l'université.
en école de commerce. On s'est retrouvés à 3 et avec 2 autres copains qui couraient aussi un petit peu. Bon, là, jusque-là, j'avais fait que les 20 km de Bruxelles, 2-3 fois, je pense, et je m'entraînais vraiment de manière très sporadique. Et on s'est lancé le défi, tiens, si on faisait un marathon. Et ce défi, je me souviens bien, on se l'est lancé au mois de juin. Et le marathon avait lieu, c'est le marathon de Bruxelles, qui est un marathon à l'époque qui était très vallonné, avait lieu au mois de septembre. Donc, tu Wow. vois un peu la folie. Euh, pas du tout, pas du tout à recommander de se lancer des défis aussi courts. Et donc, moi, j'avais une session d'examen terminée en juin. Et après ma session d'examen, j'ai commencé à courir. Et j'avais aucune notion de la compétition à ce moment-là. Et donc, j'étais jeune, donc ça jouait en ma faveur, mais je ne savais pas du tout comment m'entraîner. J'ai commencé à courir presque tous les jours comme ça, de manière sans suivre vraiment un plan ou des entraînements bien spécifiques. Et j'ai couru comme ça tout l'été. Et puis, j'ai fait ce marathon, à savoir que les 2 autres personnes qui avaient relevé le défi avec moi ne l'ont pas fait le marathon. Ils ne sont pas présentés au départ. Donc, C'est j'étais ça. tout seul. Et, et j'ai fini ce marathon très péniblement. Parce que effectivement, s'entraîner pendant 2 mois en partant de quasiment zéro, puisque j'étais en plus en examen, donc je faisais un peu moins de sport que d'habitude, c'est pas du tout à faire. Et donc c'était assez dur. J'ai mis 4h50. C'est en fait mon plus mauvais temps, alors que j'étais jeune. C'est mon plus mauvais temps en marathon. Je l'ai terminé péniblement. J'ai même dû m'arrêter pour des massages. Il n'y avait plus à boire sur le parcours. Enfin bon, c'était un peu la galère. Mais je l'ai terminé à force d'énergie, de discipline et de l'envie. Et c'était magnifique d'arriver à la fin, évidemment. Oui, c'est ça, ça a été un premier défi personnel au niveau sportif, hein, puisque tu le dis, voilà, c'était la première expérience de la compétition. Les autres sports que tu pratiquais étaient plutôt des sports de loisirs. Maintenant, si on regarde un petit peu ton parcours jusqu'à ton dernier marathon en 2014, tu en as fait plus de 30 entre les deux. Donc, le premier ne t'a pas freiné dans ton élan. Tu pratiques le chi running et puis tu as commencé à faire des marathons pieds nus. Donc, on voit qu'il y a toute une évolution dans ton approche de la course à pied. Probablement à d'autres niveaux aussi, c'est un des éléments que j'aimerais bien échanger avec toi, puisque ce podcast est vraiment pour inspirer les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même de leur business plan. Tu es un entrepreneur, tu as débuté ta carrière de sportif, je dirais, sur un défi un peu fou, mais ce qui m'a aussi étonné dans ton parcours, c'est que tu n'as jamais eu de grosses blessures. Alors, comment est-ce que tu pourrais qualifier ton évolution par rapport soit à la course à pied, soit par rapport à l'entraînement, à la performance? Aujourd'hui, tu cours toujours, tu viens de nous le dire, hein, ça te vitalise, tu es proche de tes 60 ans. Alors, dans ces 30 ans d'expérience, plus de 30 ans d'expérience de la course à pied en compétition, et puis maintenant pour ta santé, comment ça a évolué pour toi, cette relation à la course à pied? Merci pour cette question. Euh, oui, effectivement, ça a bien évolué. Et à l'époque où j'ai fait ce marathon, effectivement, j'avais très peu d'informations au niveau sportif, au niveau de l'entraînement, etc. Je n'avais pas suivi toutes les formations que j'ai suivies après. Et je connaissais très mal mon corps à cette époque, en fait. Je ne faisais pas le lien, si tu veux, entre la santé et la performance physique que j'ai commencé à faire. Et justement, par rapport à cette évolution-là, si tu veux, au début, bon, je travaillais en entreprise et je faisais beaucoup de sport de loisirs. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que dans les entreprises, j'avais l'impression que les personnes n'étaient pas en super bonne santé, que elles étaient de plus en plus sédentaires et donc du coup elles avaient de plus en plus de bobos, etc. Et du coup je vais t'expliquer un petit peu mon parcours à travers ça. Donc ça m'a interpellé. Et je me suis dit, peut-être que moi qui commence à découvrir le sport, la compétition, etc., je vais trouver quelque chose entre qu'est-ce qu'on peut faire en entreprise pour que les collaborateurs et aussi les dirigeants puissent pratiquer plus de sport, même au sein de l'entreprise. Et la question qui était venue à ce moment-là, c'est
quelle est l'activité physique qui apporte un maximum de contribution à la santé en un minimum de temps. Et j'ai un petit peu regardé, et là j'ai fait des recherches dans le domaine du sport, et la course à pied est venue très vite comme étant le sport idéal pour l'entreprise. Mhm. D'abord, ne nécessitant pas de matériel très complexe, juste une paire de chaussures et des vêtements de sport, qui peut se pratiquer toute l'année, de tout temps, et aussi presque partout, je dirais, il y a toujours un endroit arboré, un parc ou une forêt qui est à proximité de la plupart des entreprises. Et donc, aussi au niveau cardiovasculaire, disons que, par exemple, on dit souvent que pour avoir les effets cardiovasculaires d'une heure de jogging, si tu prends un sport comme le vélo ou la natation, tu dois en faire 2 fois plus. Mhm. Bon, alors, les chiffres, on en trouve de tout, mais la moyenne, c'est à peu près ça. C'est ça, oui. Et donc, je me suis dit, comme les gens qui travaillent dans les entreprises généralement, ont très peu de temps, et bien, la course à pied s'imposait d'elle-même comme étant le bon choix, qui pouvait se pratiquer facilement. Et donc, de par là, si tu veux, c'était ma deuxième expérience au niveau de la carrière. Donc, je me suis lancé dans le sport en entreprise. Et en même temps, parallèlement à ça, euh, je suivais des formations dans le domaine du sport, de l'entraînement sportif, des blessures en course à pied, etc. Et petit à petit, donc, tout le bagage que je découvrais à travers ces formations, ben, je le testais sur moi pour savoir si, pour essayer de voir quel était mon style de vie qui allait optimiser mes performances ici en course à pied. Et après, Parce- j'ai fait du triathlon. Donc, ça a été vraiment étudier sur mon corps quel style de vie avoir pour être le plus performant. Parce qu'à l'époque, hein, si je reviens un petit peu en arrière, tu es diplômé de Solvay, une école de commerce à Bruxelles. Tu as travaillé 4 ans aux États-Unis, j'imagine, dans une entreprise. Et puis, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant. Tu as créé ta PME. Et puis, tu as été consultant en finance. Et à l'époque, est-ce que tu te considérais déjà comme un sportif ou est-ce que c'était toujours, bon, tu avais fait ton premier marathon, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, mais au moment où tu as fait ce lien entre les collaborateurs en entreprise et une solution santé, comment te situais-tu au niveau de ta propre santé? Tu étais déjà au-dessus de la moyenne ou tu étais en Alors, progression? oui. Alors, donc, quand j'étais étudiant et toute la période. Bon, d'abord, je vais peut-être commencer par le début. Dans ma famille, on mangeait relativement sainement. Okay. On Donc, achetait les produits de la ferme. Ma maman faisait des plats cuisinés. On mangeait de la. Bon, dès que le bio est arrivé, ben, on a commencé à manger bio. Avant, ça n'existait pas. Mais on achetait des produits sains et locaux et de saison. Et donc, si tu veux, j'ai un peu baigné là-dedans pendant toute mon enfance. Et puis, à la période étudiantine, bah, on fait un peu n'importe quoi, on mange un peu n'importe quoi, on a un style de vie pas du tout sain, mais on s'amuse beaucoup. voilà. Euh, et c'est important aussi, ça fait Ouais. partie, les plaisirs, la joie, ça fait partie aussi de la santé quelque part, mais au détriment évidemment de ce qu'on mangeait, du repos, etc. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc j'ai baigné là-dedans. J'ai perdu un petit peu. Ah oui, et quand je suis parti aux États-Unis 4 ans, là, ça a été un peu la catastrophe parce que à cette époque-là, c'était de 88 à 92. C'était une période où j'ai très mal mangé et où la nourriture américaine est vraiment très riche et très abondante, je dirais. Et j'ai pris quasiment 5 à 10 kilos Ouais. pendant les 4 ans que j'étais aux États-Unis. Je continuais à jouer au tennis et à faire un peu de jogging. Je courais. J'ai presque couru toute ma vie, mais avec des fréquences très, très variables. C'est ça. Euh, et, euh, et disons que là, oui, quand je suis rentré en Europe, j'ai un peu reperdu du poids, j'ai un peu plus fait attention à ce que je mangeais, etc. Mais c'est que plus tard que j'ai commencé à prendre conscience, que quand j'ai refait de la compétition, parce qu'en fait, j'ai arrêté quand même les marathons entre 94 et le suivant, je crois que c'était en
99. Oui. Là, j'ai repris un marathon. C'était le marathon de. J'ai fait le marathon de Toulon et puis après le marathon de New York. Et là, j'ai repris. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis en club de sport, que j'ai commencé à me former et pour moi et pour voilà pour mon activité professionnelle. Et donc, toute cette partie compétition, ben, j'étais à fond dans l'entreprise. Et en fait, si tu veux, la compétition telle que je la vivais, c'était un peu à l'image de la compétition que je vivais dans ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur et avec les clients, les fournisseurs et ça. Donc, euh, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de gens qui travaillent en entreprise, en fait, ils sont compétitifs dans leur travail et du coup, ils retrouvent cette compétition dans le sport aussi. Ça se voit très fort dans les dirigeants d'entreprise parce que j'ai couru avec les plus grands dirigeants belges pour les aider à faire à atteindre des objectifs et améliorer leur temps. Et en fait, on voit qu'ils ont un esprit de compétition vraiment très fort, aussi bien dans le sport que dans le travail. C'est ça. Et moi, pendant tout un temps, ça m'a convenu, ça m'a plu, jusqu'au moment où j'ai découvert la permaculture. Et là, il y a une évolution qui s'est faite. Et même un peu avant, ça avait commencé dans ma tête à se dire, voilà, mais est-ce que la compétition, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour la santé et pour la société? Et donc, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au chi running, par exemple, Tu à peux la nous en course à parler un pied petit peu nus. plus? Qu'est-ce que Oui, le oui, chi oui, bien running? sûr. Alors, le chi running, c'est une contraction de tai chi et de course à pied. Ok. Et en fait, le principe, c'est que c'est de pratiquer la course à pied en pleine conscience Mhm. et en essayant de retrouver une foulée naturelle, qui est la foulée qu'on a pieds nus quand on est enfant et que tous les coureurs qui viennent d'Afrique courent pieds nus Pratique, oui. et c'est que ils pratiquent pieds nus et en fait après on leur met des chaussures mais ça leur convient pas forcément et mais bon, ils finissent par s'y habituer, la plupart, mais même pas tous. Mais donc, en fait, tout ça, le chi running, ça m'a vraiment, ça a été un déclenchement vers, tiens, on peut courir en pleine conscience. Et, euh, et on peut améliorer sa santé d'une autre manière qu'en pratiquant la compétition La et, compétition. et la compétition. Parce que courir, j'ai fait des compétitions pieds nus, j'en ai fait plusieurs, mais je n'allais pas rechercher les mêmes choses, Les mêmes sensations. oui, les mêmes chronos non plus, parce que ça demande, bon, sur des courtes distances, à la limite, il y a moyen sans doute de courir avec le même temps en pieds nus. Tout dépend de la surface, évidemment. Mais il y a moyen de se rapprocher sur des courtes distances. Mais quand on fait un marathon ou un semi-marathon, des semi-marathons, j'en ai fait plusieurs pieds nus. Mais il y a une fatigue qui s'installe quand même dans toute la chaîne musculaire postérieure de la jambe. Et c'est sûr qu'elle est plus sollicitée qu'avec des chaussures. Par contre, c'est beaucoup plus sain de courir pieds nus parce que en fait, tu muscles le bas de la jambe, tu muscles ta jambe parce que au lieu que ce soit la chaussure qui fasse l'amortissement du choc à l'impact sur le sol, c'est ton corps qui va l'amortir. Et donc, moi, j'ai tendance à dire qu'avec les chaussures, le corps devient paresseux. En tout cas, la jambe, les muscles de la jambe deviennent paresseux. Et en apprenant à courir pieds nus ou minimaliste, hein, parce qu'il y a aussi des chaussures avec très peu de semelles qui protègent des Voilà, à blessures et plan des de choses comme pied. ça. Tout à fait. Ça, c'est Voilà. une course que je pratique, hein, puisqu'on on a eu l'occasion d'en discuter au tout début de notre collaboration. Mais est-ce qu'il y a encore une étape supérieure à courir pieds nus au niveau de la technique, au niveau de l'approche du sol, lorsque tu passes du minimalisme à pieds nus? Alors, je pense que la grosse différence entre le minimalisme, donc avec une semelle zéro, hein, et à passer pieds nus, c'est de renforcer la voûte plantaire pour les blessures et pour l'usure, etc. Et donc, du coup, il faut le faire progressivement. Mais comme quand on passe de la course avec chaussures à la course minimaliste, il faut faire ça très progressivement. Il faut se muscler, il faut s'étirer. Il y a des exercices à faire. J'invite les gens qui sont intéressés à aller voir la clinique du coureur.ca. Et là, il y a plein d'exercices et il y a plein de. J'étais formé là d'ailleurs. Hein, donc,
il y a plein d'exercices qui sont proposés pour les gens qui veulent y aller. Il faut y aller très progressivement parce que effectivement, comme d'abord, on change complètement, puisqu'on ramène le talon à zéro, on change complètement la position d'impact sur le sol. Hein, et en fait, l'avantage de la course pieds nus, c'est que ça soulage les genoux. Parce que si on regarde d'un point de vue d'angle d'attaque de la jambe et de la flexion du genou, quand on arrive avec sans talon, on met beaucoup moins d'impact dans le genou et aussi dans le bas du dos. Donc, il y a des gens qui commencent à courir pieds nus pour soigner des blessures éventuelles, etc. Par contre, il y a plus de sollicitations sur le mollet et le tendon d'Achille. Du coup, il faut renforcer cette partie-là, l'assouplir, puisqu'on est plus proche du sol, donc la chaîne se rallonge, et en même temps la renforcer. C'est ça. Et est-ce que tu as fait un lien, une transition entre justement cette approche de la course à pied en dehors de la compétition et de manière plus naturelle avec une course pieds nus et cette transition au niveau professionnel avec moins de compétition et peut-être plus de santé dans l'entreprise? Est-ce que ça s'est fait en parallèle ou comment est-ce que ça s'est positionné pour toi? Parce que si je reviens un peu sur ta carrière, jusqu'en 2002, tu étais consultant en finance, mais en 2002, tu crées ton entreprise Performateam où tu justement as intégré le sport en entreprise. Et en 2005, Running Nation, qui était une grosse organisation d'événements à Bruxelles et je pense dans d'autres villes en Belgique pour les événements sportifs en entreprise. Est-ce que cette transition vers moins de compétition, plus de santé, tu l'as vécu de la même manière à travers tes expériences que la transition chaussures vers le pied nu? Est-ce qu'on peut faire un parallélisme? Alors, peut-être que le plus beau parallélisme qu'on peut faire, c'est quand j'ai couru mon marathon pieds nus, le dernier en 2014, j'avais fait un t-shirt, j'avais inscrit dessus Running for Minimalism. Donc, si tu veux, en fait, l'idée de courir pieds nus, c'est aussi l'idée de la décroissance. Et il y a un article qui est paru dans Le Vif à cette occasion-là, qui m'ont interviewé suite au marathon, et dans Le Vif Express, et qui est dans lequel j'explique pourquoi, avec la découverte de la permaculture, avec la découverte de la course pieds nus, pourquoi j'en suis arrivé là, et les liens, les passerelles qu'il y a entre les deux. Moi, je pense que c'est tout à fait lié. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je vais le dire maintenant parce que pour ne pas l'oublier, je pense aussi que certaines personnes s'imaginent qu'elles n'ont pas le temps d'aller courir. Ouais. Parce qu'elles sont trop occupées, etc. etc. Moi, je vais dans l'autre sens et je dis la course à pied, ça me fait gagner du temps. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand je cours, si tu veux, la plupart des idées et de résolution de problèmes que je rencontre dans ma vie, elles se passent au moment où je vais courir. Donc pendant que je cours, mon cerveau est plus créatif et trouve des pistes que je n'avais pas trouvées à mon bureau ou ailleurs au quotidien. Et ça s'explique de plusieurs manières. Bon, c'est sûr, on est dehors, dans la nature, on est super oxygéné, les battements du cœur, le sang qui circule, etc., oxygène le cerveau. Donc, il y a déjà une stimulation qui se fait à ce niveau-là. Et puis, j'ai vu une autre étude qui a été partagée dans Sport et Vie et qui dit que, en fait, pourquoi la course à pied est particulièrement intéressante au niveau de la créativité, c'est parce que quand à chaque impact sur le sol, le choc remonte à la tête et les synapses, les connexions entre les neurones changent plus rapidement à chaque impact. Et ça a été expliqué par David Boudgebur dans Sport et Vie. Et ça c'est un des facteurs qui rend la course à pied attrayante au niveau de la créativité. Et donc, c'est pour ça que moi, chaque fois que je rentre d'un jogging ou d'une course à pied, j'ai comme ça plein d'idées, je rentre et puis je note tous les trucs et j'ai l'impression d'avoir gagné du temps parce que sur l'heure, j'ai eu tellement d'idées
que si j'étais resté 1 heure à mon bureau, ben, j'aurais jamais eu toutes ces idées-là. Ça n'aurait pas été aussi efficace. Mais Voilà. justement, avec ton expérience, ça fait maintenant 20 ans que tu es comme ça avec le lien entreprise et course à pied en particulier. Dans ton expérience avec des chefs d'entreprise, parce que là, on découvre ton expérience personnelle, ta carrière, mais est-ce que tu as eu des situations de coaching où tu as pu être témoin justement de tous ces effets bénéfiques d'un ralentissement, éventuellement de la productivité pour plus de performance grâce à la course à pied, grâce à une implication de certains chefs d'entreprise, tu en parlais, dans leur santé? Alors, je pense il y a enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque où j'avais les chiffres, pendant assez longtemps, il y a eu vraiment une tendance d'augmentation du sport en entreprise et particulièrement la course à pied. Et je pense que cette augmentation-là traduit exactement les effets de cette pratique ou d'autres pratiques sportives sur l'entreprise. Je pense que il est multiple. Il existe au niveau de la santé pour des raisons cardiovasculaires et autres, mais il existe aussi au niveau de la joie, avec toutes les hormones, la dopamine, etc., toutes les hormones de plaisir qui sont sécrétées quand on fait du sport. Et il existe à un autre niveau aussi, le fait de faire du sport ensemble, ça crée des Ouais. liens entre les gens. Et donc, tu vois, sur ces 3 niveaux-là, je pense que ça apporte quelque chose de positif à l'entreprise. Donc, moi, j'encourage. En tout cas, j'ai pu le voir, C'est si ça. ça c'était la question, j'ai pu le constater que lorsqu'on organisait, par exemple, un événement comme l'Imoron qui rassemblait 1200 Je me souviens, oui. participants chaque année à Bruxelles, eh bien, je me rendais compte qu'en fait, cet événement était attendu pendant toute l'année par les participants, tellement ils vivaient un moment intense de joie, d'esprit d'équipe, Ah, parce que c'est ça. c'est une course par équipe, hein, C'est donc, ça. et avec un moment d'échange après. Et en fait, l'échange interpersonnel après le sport est amplifié, si tu veux, au niveau de, de, de la connexion qui se fait entre les personnes, parce que le sport stimule toutes ces endorphines, etc. Et donc, du coup, les gens sont là, ils sont super, d'abord souriants, ils sont pleins d'énergie, et ils vont à la rencontre de l'autre. Et c'est un peu comme s'ils étaient sous une forme de conscience modifiée, un petit peu, tu vois. Et c'est un élément que j'ai repéré dans ton parcours, hein, parce que donc, en 2002, tu passes comme ça dans cette transition de consultant financier vers la relation sport-entreprise. Et puis en 2014, euh, tu te lances dans la permaculture, dans les formations en intelligence collective, en gouvernance humaine. Tu déménages en France, tu as tout ce nouveau projet qui est finalement une troisième carrière. Qu'est-ce qui, à l'époque, t'a euh, poussé à quitter Bruxelles? C'est là qu'on s'est rencontrés. On a travaillé sur des projets ensemble. On a cette formation de Paul Check en commun. C'est une approche holistique, globale. Ici, tu me parles de l'effet humain, de collectivité suite à ces événements des Imoruns. Quand on va sur ton site dont on parlera tout à l'heure, on voit effectivement beaucoup plus de connexions. Alors, qu'est-ce qui t'a fait passer de la vie bruxelloise avec des événements en entreprise à une vie, j'imagine, beaucoup plus lente euh, en France avec un projet de construction de ta propre maison et vers la permaculture? Hmm. Alors, l'événement déclencheur, ça a été lorsque j'ai fait mon PDC, Permaculture Design Course. Avec ma compagne, on a été faire ce PDC au Portugal. Je ne sais plus si c'est 2013-2014. Et quand ça a complètement changé ma vision du monde et ma vision de la société. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait des tas de choses que j'ignorais et qui m'ont touché. Et, et donc, euh, en fait, ce PDC, il a introduit beaucoup de sens dans ma vie. De sens de se dire, voilà, prendre conscience
des problèmes écologiques, prendre conscience des problèmes de société, d'inégalité, etc. Et de découvrir la nature, la connexion à la nature. Pour moi, ça a été capital. Et cette connexion à la nature, si tu veux, qu'elle n'a fait que grandir depuis ce moment-là. Et l'idée de la permaculture, c'est de s'inspirer de la nature et des écosystèmes qui s'y trouvent et qui fonctionnent. Alors, nous, on est la nature. Je veux dire, je ne fais pas de distinction entre l'humain, l'animal, le végétal, et ça peut même aller plus loin. On est constitués tous de même type d'atomes qui viennent de poussière d'étoiles, etc. Donc, je veux dire, on a peu de différence au niveau de la constitution entre une personne vivante, une plante, un animal, et même humain, humus, ça vient de la terre, quoi. En fait, on mange la terre, on mange ce qui est produit par la terre, les plantes notamment, et les animaux qui mangent aussi des choses qui viennent de la terre, qui sont produites par la terre. Donc, nous, on est issus de ça. Et si tu veux, tout ça, ça m'a fait prendre conscience des tas de choses que j'avais pas du tout envisagées dans ma carrière avant, et qui m'a aussi fait prendre conscience que, en fait, la société telle qu'elle évolue, qu'elle évolue aujourd'hui encore, elle va droit dans le mur puisqu'on consomme beaucoup plus de ressources que ce que la Terre est capable de produire. Et que beaucoup de gens sur Terre sont déconnectés de la nature. Et c'est ce qui, parfois, les amène à prendre des décisions qui sont pas en harmonie avec la nature. Alors que toutes les décisions qui devraient être prises dans une entreprise ou dans la société devraient être basées sur le modèle de la nature. C'est un modèle qui est prouvé depuis des millions d'années, qui fonctionne bien, qui est pérenne. Et nous, on est là seulement depuis quelques dizaines de milliers d'années, et on n'a pas et on est en train de se détruire. Donc, ça veut dire que la nature, elle est plus intelligente que nous. Donc, parce qu'elle a une capacité de survie et une résilience que nous, on n'a pas. Et donc, c'est s'inspirer de la nature. Et toutes ces choses-là m'ont fait prendre conscience que, donc pour répondre à la question du pourquoi je suis parti en France, pourquoi j'ai quitté la ville, pourquoi j'ai vendu ma société en Belgique, parce que si tu veux, j'avais besoin de mettre en place une vie qui avait plus de sens et qui était plus proche de la nature. C'est ça. J'aurais pu le faire en Belgique, mais le prix du terrain n'est pas le même. Donc, je n'avais pas les finances pour investir dans un terrain pour pouvoir le faire en Belgique. Donc, du coup, on a trouvé un endroit en Dordogne. Et ici, la terre est 10 fois moins chère qu'en Belgique. Donc, ça nous a permis de nous installer, de construire notre maison, etc. Et d'avoir des activités comme la permaculture humaine, hein, donc, qui s'inspirent de la nature, des écosystèmes naturels, quoi. C'est ça. Et tu parles d'harmonie, hein, tu viens de parler de cette harmonie. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais étant petit, ou est-ce que c'est vraiment des événements de la vie? Parce qu'ici, tu parles de la permaculture, de cette formation qui t'a permis de comprendre plein de choses, mais il a bien fallu un moment que tu sois attiré par la permaculture. Et en ayant grandi en Belgique, étant petit, est-ce que tu avais déjà cet appel? Ou est-ce que ça s'est fait étape par étape pour construire l'homme que tu es aujourd'hui? C'est une bonne question. Et je ne sais pas si la réponse que je vais donner est la meilleure ou la bonne, mais en tout cas, moi, de ce que je peux dire, c'est que euh, mes parents, euh, mes parents pratiquaient des activités dans la nature. Donc, on allait souvent se balader en forêt. Mon papa aussi fait de la course à pied pendant toute sa vie, enfin en tout cas jusque il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, et il a couru tous les dimanches, il courait. Je me rappelle, donc j'ai cette image-là du papa qui court tous les dimanches avec ses copains. Moi, j'ai fait 15 ans de scoutisme, de louveteau-scoutisme, donc j'étais en contact avec la nature à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a des graines qui ont été semées pendant toute la jeunesse de par mes parents et de par des activités que j'avais. Et suite à ça, je pense que c'est des rencontres, des conférences. Je me souviens d'avoir été voir une conférence de Pierre Rabhi, des choses comme ça. Et
plusieurs choses sont arrivées comme ça. Je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur. Et je me suis retrouvé à ce PDC, à ce cours de permaculture, qui dure 15 jours, en ayant reçu une introduction à la permaculture une année ou 2 années avant. Quelqu'un m'en avait parlé, puis j'avais regardé sur Internet, j'avais cherché ça. Je me dis, oh, ça c'est super intéressant. J'avais aucune notion de ça avant. Hein. Mais bon, c'est aussi une notion qui est, enfin, le mot permaculture et l'invention de la permaculture, c'est pas tellement vieux, ça date des années 70. En sachant que la permaculture, elle a existé depuis toujours. Mais ce que dire, le mot permaculture et le concept de la permaculture tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est enseigné dans le monde entier, tel qu'il est partagé dans le monde entier, c'est quelque chose d'assez récent. Est-ce que tu peux justement revenir un instant pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas exactement la permaculture? Est-ce que tu peux revenir sur les bases? Oui, alors, j'ai pas toutes les dates de mémoire, mais si tu veux, la permaculture, c'est Bill Mollison et David Holmgren qui ont créé ce concept de permaculture en se basant sur des livres de Fukuoka, La révolution d'un brin de paille, et donc qui ont développé ça en Australie. Et donc, si tu veux, la permaculture, elle repose sur 3 principes d'éthique et 12 principes de conception. Et les 3 principes d'éthique, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et un partage équitable entre les humains. Et après, tu as 12 principes de conception qu'on peut tous retrouver sur Internet et qui sont des principes qui permettent de faire des designs en permaculture, soit des designs de terrain, soit des designs de vie dans la permaculture humaine. Aussi, c'est ça qu'on fait dans la permaculture humaine. On applique les principes de la permaculture au sol, à la maison, aux technologies, on les applique à l'humain. Parce que la permaculture, ça englobe tout, ça englobe l'éducation, englobe, en fait, si tu veux, tout ce qui existe dans la société peut être fait avec une philosophie permaculturelle. Parce que la permaculture, c'est plutôt un style de vie, c'est une philosophie holistique. C'est vraiment ça. Et donc, l'idée, c'est que de faire ça, de garder ces principes d'éthique en point de mire et d'appliquer les principes de aussi le zonage, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes ces informations-là sont disponibles sur Internet pour ceux que ça intéresse. Et je pourrais mettre des liens éventuellement après, te partager des liens si ça intéresse certains auditeurs. Mais tu en as déjà sur ton j'ai vu que sur ton site, il y en a, oui, eh bien, voilà, énormément de liens. Donc, je mettrai tout ça là, c'est une bonne référence commentaire. pour aller voir. Ouais, exactement. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Très bien. Et donc, on était sur effectivement cette transition de la vie, je dirais, trépignante de Bruxelles avec l'entrepreneuriat vers un rapprochement de la nature, une réappropriation finalement de ton environnement, de ton écosystème. Et c'est ainsi que tu es allé depuis 2013 ou 2014 en Dordogne. Et donc, c'est aujourd'hui ce que tu fais. Tu es coach de vie, tu es coach holistique, coach sportif, tu partages la permaculture. On parlera un petit peu plus de ton site et du livre que tu as édité également. Est-ce que à présent, on va passer à la deuxième partie de cette interview, tu pourrais partager avec nous, à l'aube de tes 60 ans hein, cette année, un peu les routines que tu as en dehors de la routine dont tu viens de parler, hein, de la course à pied. J'ai lu dans ta biographie que tu pratiques le yoga également, la danse. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur les 4 docteurs que notre ami Paul Chek met souvent en avant, qui permet pour nos auditeurs d'organiser finalement sa santé, parce que c'est bien de faire du sport, mais si on ne mange pas correctement, mais il manque le bon carburant. Si maintenant on a du bon carburant, on fait du sport, mais on ne se repose pas correctement. Et aujourd'hui, personnellement, c'est ce que je vois le plus dramatique, hein, c'est la qualité du sommeil, la qualité du repos, qui est en 20 ans devenue relativement mauvaise à cause justement de la technologie. Et finalement, le dernier docteur qui est d'une inspiration d'Hippocrate, hein, que ton alimentation soit ta première médecine, mais il parlait aussi du docteur repos et du docteur bonheur, un peu ce qui te porte aujourd'hui dans ton projet de permaculture. Ok, alors je vais commencer par l'activité physique.
J'ai deux choses que je voudrais partager. Donc, les routines que je fais dans ma vie, et éventuellement, je ne sais pas si ça peut intéresser de donner quelques conseils que j'ai Bien pu sûr. acquérir pendant ma vie en entreprise et maintenant aussi. Donc, moi, ce que je pratique pour l'instant, c'est je pratique une activité physique tous les jours. 3 fois par semaine, je vais courir. Donc, je cours généralement toujours les mêmes jours. J'ai ma séance d'intervalle training le mardi. Le jeudi, c'est une séance repos. Et le samedi, c'est une longue séance. Alors, je fais 10 km le mardi, 10 km le jeudi, et le samedi, je fais 20 km. Donc, je fais ça chaque semaine. En minimaliste. Donc, moi, je cours avec des sandales Luna que je peux enlever facilement. En hiver, je mets des chaussettes et ça me permet de courir pieds nus quand le terrain le permet. C'est ça. Je fais ça 3 fois par semaine. Alors, 3 fois par semaine, je fais aussi une séance qui est mixte, que j'ai un peu composée moi-même, avec du yoga, des étirements, du renforcement musculaire, des assouplissements, etc., qui sont un peu propres à ce que mon corps a besoin. C'est Voilà. ça. Mais ça, j'ai mis au point petit à petit, avec l'expérience et en essayant. Je pratique, bon, peut-être pas dans les périodes les plus mauvaises de la saison, mais le vélo, souvent pour aller faire des courses. Donc, on a un village à 8 km d'ici, il y a un marché toutes les semaines. Donc, 1 à 2 fois par semaine, je vais faire du vélo, soit pour aller faire des courses, soit pour aller faire une balade. Je pratique aussi en été la natation tous les jours parce qu'on a la chance d'avoir un étang. Et donc, ma routine du matin, c'est quand je me lève, soit je vais courir et puis je vais nager à l'étang, soit si je fais du vélo ou du yoga, après je vais nager à l'étang. Et je nage à l'étang, je dirais, bon, toute la saison à partir d'avril jusqu'à octobre-novembre, mais aussi pendant les mois d'hiver. Mais là, je nage pas, je vais juste faire me tremper dans l'eau froide pour m'énergiser et Tous les pour effets, ouais. renforcer mon immunité, etc. Donc ça, je fais régulièrement, pas tous les jours en hiver, mais je le fais au moins presque chaque fois après avoir couru. Je pratique aussi la danse depuis une dizaine d'années, la danse contact improvisation. Alors ça, c'est pas au quotidien, ça c'est des stages, ça c'est des jams, etc. Et j'ai appris aussi une pratique qui s'appelle le Feldenkrais et Ouais. que je fais en connexion avec la danse contact. Donc, au niveau de l'alimentation, nous, si tu veux, on mange à quasi 100% des produits de saison, locaux, bio ou sans produits toxiques, qui n'ont pas forcément le label, mais on C'est sait ça. d'où ils Oui. viennent. On mange peu de viande. On a réduit notre consommation de viande de manière assez conséquente. On en mange occasionnellement. On mange des produits laitiers, par contre, beaucoup de produits de chèvre, brebis. Et pour le repos, ben moi, je pratique la sieste, en fait. En fait, je n'ai pas d'heure de réveil. Donc, je me couche quand je suis fatigué et je me lève quand mon corps a plus envie de rester au lit. Et souvent, je suis attiré par les choses que j'ai à faire. Donc, ça me met dans la joie de me lever et de commencer la journée. Donc, je n'ai plus ces horaires-là. Enfin, j'ai beaucoup de chance, mais en même temps, j'ai mis tout ça en place dans ma vie. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir le style de vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est un style que j'ai construit pas à pas. Et la C'est ça. permaculture m'a aidé à faire ça. Donc, alors, pour le docteur Happiness, là, j'ai plein de recettes, d'autant plus que maintenant, si tu veux, je suis en train de suivre des séminaires qui sont basés sur la culture du désir et qui sont vraiment une manière de se connecter à la joie intérieure dans tout ce qu'on fait pendant la journée. Oui. Et donc, c'est questionner à tout moment, est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que ça me met dans la joie? Alors, ça peut te mettre dans la joie au moment où tu le fais, et ça peut aussi te mettre dans la joie de manière différée après. Par exemple, nettoyer ta maison ou ton bureau, ça va peut-être pas te mettre dans la joie de le faire, quoiqu'il y a des gens qui aiment bien faire ça, mais ça va te mettre dans la joie après de revenir dans un bureau qui est propre, qui est nettoyé, Ouais. où les choses sont bien rangées. Donc, je dirais que la joie, elle peut être différenciée. Alors,
Donc, voilà un peu en gros mon style de vie. Surtout, j'essaie de ne pas rester assis. Donc, je suis au jardin aussi pour cultiver. Bon, on n'est pas autonome en nourriture. On est autonome en électricité, en eau, mais on n'est pas autonome. Donc, on n'est pas relié au réseau. On boit l'eau de pluie qui est filtrée, qu'on capture de notre toit. Et on a des panneaux photovoltaïques et des batteries et on fonctionne comme ça. Donc, on s'adapte au rythme d'ensoleillement pour ce qui est de l'électricité. Parce que Oui. tous ces éléments-là, aujourd'hui, tu es toujours entrepreneur, tu les as mis en place sur les 7 dernières années. Comme tu l'as dit, tu as mis en place, tu as construit, tu t'es donné la possibilité d'avoir ce rythme de vie et tu arrives à le concilier avec tes impératifs d'entrepreneur. Oui. Alors, donc, le grand avantage de vivre comme je vis, c'est une manière de vivre qui coûte pas très cher. Je suis propriétaire de ma maison, j'ai très peu de factures. On achète les produits locaux au marché et on en cultive certains. Donc, ça génère très peu de frais. Du coup, on n'a pas besoin de beaucoup de revenus. Mais c'est pour ça qu'on s'inscrit dans la décroissance. En fait, l'idée, c'est plus on consomme, plus on pollue. C'est simple. Donc, nous, on a décidé de choisir une autre voie qui est consommer moins et polluer moins. Et donc, pour ça, on s'arrange. Et donc, effectivement, je mène ma vie d'entrepreneur et je n'ai pas besoin d'avoir le même nombre de rentrées que j'avais besoin quand j'étais à Bruxelles, parce que j'avais d'autres types de dépenses. Quoi. Et donc, ça change énormément. Et par exemple, dans mes activités aujourd'hui, il y a plus de 50% de ce que je fais qui est du bénévolat, parce que je travaille beaucoup pour des associations. Et pour moi, ce sont des choses qui ont du sens. Et je fais partie des Colibris de Bergerac, je fais partie d'associations qui s'appellent Troc de Graines. Dans les Coamo aussi, il y a une association dont on s'occupe. J'accompagne, comme tu disais, moi j'accompagne des vie, un collectif de collègues et je donne des stages sur ces sujets-là. Mais si tu veux, les rémunérations que j'en retire, en fait, c'est bien simple. Moi, j'ai divisé mon niveau de consommation et de pollution par 10 entre la Belgique et ici. Donc, je gagne 10 fois moins et je dépense 10 fois moins. Et donc, j'ai le même équilibre qu'avant. Avec Donc, une qualité de vie qui est clairement différente. Alors, tu parles de décroissance. Je vais te poser une petite question probablement assez précise, mais à partir de 35 ans, on commence à vieillir. C'est un peu une décroissance finalement physique, mais si tu devais te comparer toi à 45 ans, peut-être pas à 35, mais à 45 ans, et toi aujourd'hui à l'aube de tes 60 ans, comment pourrais-tu te comparer? Est-ce que tu serais en meilleure santé aujourd'hui, en meilleur équilibre, ou comment est-ce que tu vois ces 15 dernières années avec tous ces changements qui sont réellement inspirants, hein? Moi, j'en ai 45, donc je vais prendre des notes. Mais comment tu ressens ces 15 dernières années par rapport à tous ces changements? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question, mais parce que j'ai une montre qui calcule un petit peu, de course à pied, hein, qui calcule un petit peu tous les paramètres cardiaques, etc. Et quand on fait le test enfin, je fais pas un test, mais elle me donne ma VO2 max. Oui. Et elle me donne l'âge de mon cœur. Et quand je regarde, il est marqué, vous avez un cœur qui a l'âge de 20 ans. Oh. Donc, en fait, je suis dans les performances, alors que je fais plus de compétition, mais que je suis dans les performances moyennes de quelqu'un de 20 ans. C'est ça. Donc, ou peut-être au-dessus, je sais pas. Enfin, mais ce qui veut dire que au niveau cardiaque, au niveau cardiovasculaire, j'ai l'impression j'ai un peu perdu dans les 10 dernières années, forcément, parce que je m'entraîne plus de la même manière et parce que mes cellules sont peut-être plus la même capacité, mais je me sens en très bonne forme de ce côté-là. Alors, il y a des choses qui vont moins bien aussi. Tu as la vue, l'audition, tu as des choses qui vieillissent et qui sont plus difficiles à contrôler par le style de vie, hein, je dirais.
Et donc, voilà. Donc sur les cas, ce que je ressens, alors l'énergie, oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose de naturel qui se fait et qui est bien, c'est que quand on approche la soixantaine, ben on ralentit dans tout ce qu'on fait. Et voilà, on apprend à faire les choses un peu plus lentement, on court un peu plus lentement, on se déplace peut-être un peu moins vite dans la maison, mais ça n'empêche pas que il faut faire à tout moment, je pense, et plus on vit, plus on doit faire de l'exercice. Donc, rester par exemple assis comme on fait maintenant, il ne faut pas le faire trop longtemps. Et Mhm, moi, je suis assis sur un ballon, en fait, hein, mhm. sur un Swiss ball. Ouais, Et, et voilà, toi on va aussi. se mettre en Et voilà. synchronisation. Et ça fait 20 ans que je fais ça. Et je pense que n'importe qui dans un bureau, il peut soit mettre un ballon, soit mettre un petit coussin gonflable sur sa chaise pour que il se gaine sans effort à tout moment, quoi. Je veux dire ça, mais en plus, bon, rester assis, c'est pas une bonne position pour le corps. Donc, moi, j'invite les gens à se lever et j'essaie de me lever, d'être en exercice tout le temps. Alors, en vieillissant, pour moi, il faut faire plus d'exercices. Plus on vieillit, plus on doit faire de l'exercice sur la durée. Alors, Mhm. et il faut travailler à la fois l'endurance, la résistance, la souplesse, l'explosivité, la vitesse. Ce sont les cinq paramètres qu'il faut travailler toute sa vie si on veut rester en bonne santé. Tout à fait. Et donc, moi, à travers mes routines physiques, eh ben, je fais un peu de chaque Routine euh, physique pendant la semaine. et toutes les routines, hein, parce qu'on l'a dit, tout est interconnecté. On connaît l'importance des relations, des contacts humains dans justement cette stimulation du nerf vague, hein, qui est de plus en plus un peu à la mode, mais qui effectivement est extrêmement important. Et quand on voit un petit peu les reportages des zones bleues et ces zones dans lesquelles on a des centenaires, ben cette connotation de mouvement, comme tu le dis, tout au long de la journée, mais également d'une bonne alimentation locale et des contacts sociaux. Et on voit effectivement, tu nous as cité une série d'organisations dans lesquelles tu t'es investi bénévolement. Mais tout ça fait partie de cet entretien de la santé. Alors justement, je voudrais terminer avec une question, Bernard, si tu me le permets. Ça fait maintenant, c'est pas un secret, hein, que ce soit en France, en Belgique, au Canada ou dans tous les pays occidentaux, bon, ça fait 2 ans qu'on est quand même dans une situation humaine, psychologique, médicale particulière. Si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs qui aujourd'hui sont peut-être encore la tête dans le guidon, dans le stress, ici, tu l'as peut-être entendu, hein, à Ottawa, on a eu depuis une semaine un ensemble de manifestations pour retrouver une certaine autonomie. Je vais l'expliquer comme ça. C'est stressant. On annonce peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, un manque clair de ravitaillement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux entrepreneurs? Alors, moi, j'ai plusieurs conseils que j'ai envie de partager. Il y en a certains qui vont s'appliquer à la période qu'on vit maintenant, qui est un peu stressante, et d'autres qui, à mon avis, sont bons pour la santé à tout moment. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la DDUJ? Ah, moi, j'adore les Français parce que en France, il y a une série Alors, d'acronymes comme ça, c'est extraordinaire. Dis-moi. Alors, non, alors c'est quelque chose, je dois dire que ça vient pas uniquement de moi, moi je l'ai amélioré, mais il y avait d'abord la dose de dérangement utile, DDU. C'est un peu comme sortir de sa zone de confort, mais je préfère le terme dose de dérangement utile. Et moi j'ai rajouté le J pour joyeuse. Et en fait, ça fait la dose de dérangement utile et joyeuse. Je pense que pour rester en bonne santé dans toute sa vie, il faut avoir une certaine DDUJ, une certaine dose, introduire donc des routines, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient spirituelles, une certaine dose de dérangement utile et joyeuse. Alors, l'utilité, elle peut être soit individuelle, soit collective. Et la joie, elle peut être aussi, voilà, on peut être tout seul joyeux, on peut être joyeux en présence d'autres personnes. Et les bienfaits joyeux, ils peuvent être ou bien au moment même, instantanés, ou bien différés. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un certain équilibre entre l'utilité individuelle et collective et la joie instantanée
et à plus long terme. Donc, moi, c'est une recommandation, c'est un concept que j'aime vraiment bien, et j'aime bien le mot aussi par rapport à sortir de sa zone de confort. Je trouve que c'est représentatif. Donc, essayer de mettre ça en place dans sa vie pour tout ce qu'on fait. Ça, c'est un premier conseil, et c'est général, c'est pas spécialement aujourd'hui. Et tu recommandes ça au quotidien? Oui. Au quotidien. Je parle, bon, on connaît la loi de Pareto, 80-20, Paul Chek en parlait aussi. Je veux dire, par exemple, pour la nourriture, on peut soit décider de manger parfaitement pour son corps sur 100% des repas qu'on prend. Je pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Parce que à ce moment-là, notre corps, il n'est et c'est la même chose. En fait, c'est une observation qui vient de la nature. Après, je vais faire le parallèle. Je pense que manger 20% du temps ou des repas, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour son corps, vont lui permettre de sortir de sa zone de confort, d'avoir sa DDUJ, et vont le permettre de le renforcer. Et donc, du coup, il va continuer à se muscler, à apprendre à digérer des choses qui ne sont pas forcément les meilleures, etc. Et il va garder une certaine résilience, une certaine force. Oui, c'est ça. Par rapport. Les plantes, c'est la même chose. Si tu prends une plante et que tu lui donnes que de la terre et du terreau qui est parfait pour elle, tu la mets dans la nature après, ben, elle va être fragile, cette plante. Tandis que si dès le départ, tu lui donnes un peu de choses qui lui font du bien, comme on a tous besoin, et puis de temps en temps, aussi un peu d'argile, un peu de calcaire, un peu de trucs qui sont pas aussi assimilables que du terreau, par exemple, eh ben, elle va se renforcer, elle va aller chercher l'eau, elle va aller chercher les nutriments, et elle va Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien, avec la nourriture, avec l'exercice physique, avec les émotions, avec tout ce que le mental, etc. Donc, ça, je recommande. Dans le bureau, donc le ballon, on en a parlé, ça tout le monde peut faire, c'est très facile. Alors les pauses, c'est-à-dire, il y a plein de possibilités. C'est essayer de faire si on doit rester assis dans sa voiture, etc., d'essayer de faire des breaks réguliers, toutes les 20 minutes ou 30 minutes ou plus, faire quelque chose, sortir, se lever, aller marcher, aller boire, chercher un verre d'eau, aller parler à quelqu'un. Et donc, ça, je recommande de faire. On peut mettre même un timer, si on veut, sur son ordinateur ou sur son téléphone, pour se rappeler que là, maintenant, il faut que je fasse un petit break et que je bouge, etc. Ne pas prendre l'ascenseur, donc prendre les escaliers, marcher le plus possible et pas se parquer juste à côté dans les villes quand on va quelque part, ne pas se garer juste à côté de l'endroit où on doit aller, marcher le plus possible, faire du vélo, etc. Donc ça, je pense que ce sont toutes des routines qu'on peut mettre au quotidien. Alors, pour moi, c'est aussi quelque chose à faire tous les jours. Alors, une chose que je pourrais donner comme conseil aux gens qui sont maintenant dans un stress important, c'est aller se reconnecter à la nature. Alors, par exemple, une pratique qu'on utilise beaucoup et qui est inspirée des 8 Shields de John Young, c'est le sit spot. Et le sit spot, ça consiste à quoi? Ça consiste simplement à aller dans un coin de nature, ça peut être dans un parc, le jardin, c'est n'importe où il y a un peu de verdure, sortir, se poser là et rester un temps qui peut varier entre 10 minutes et une demi-heure, et ne rien faire. Et juste se mettre en connexion avec la nature qui nous entoure, observer les oiseaux, observer les plantes, observer les insectes, et faire le vide, ou bien même venir avec une idée de quelque chose qu'on veut, pour lequel on trouve une solution, de se mettre là et de se poser la question dehors, dans la nature, et de voir comment on peut se mettre en connexion avec la nature, essayer d'échanger avec la nature, de se ressourcer, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qui produit beaucoup à la fois un plaisir, mais aussi de ressourcement physique, d'être en connexion avec la nature. Et donc, et c'est prouvé par des études, donc je n'ai pas les références ici, mais toute la littérature existe, et John Young et des 8 Shields, c'est aussi un universitaire qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet et qui explique tout ça. Alors, une chose aussi à faire, c'est le collectif, c'est-à-dire la connexion. Donc, c'est la connexion à la nature, connexion à soi, un petit peu, oui, tout à fait.
enfin très importante évidemment, et la connexion à l'autre. Donc, Oui. je pense que et c'est un petit peu la thématique du livre que j'ai traduit, qui est concevoir le bien-être individuel, collectif et planétaire. C'est ça. Donc, la permaculture et nous. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est la connexion à soi, à la nature et aux autres. Donc, je pense que ça, ce sont les éléments essentiels pour retrouver de la joie, du bonheur, du sens aussi dans Oui. sa vie, la santé, etc. Donc, ça, ce sont des conseils que j'ai envie de partager avec voilà, Les auditeurs, ben oui, et c'est vrai que à ce niveau-là, je suis très heureux de t'avoir eu aujourd'hui pour cette interview très inspirant, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, certaines personnes pourraient rester un peu trop à l'écart et se dire, mais il n'y a pas de solution. Et j'espère effectivement, avec tous les interviews, inspirer une personne ou l'autre selon une info de toi ou d'un autre invité. Mais là, ce que tu nous invites à faire, c'est vraiment redevenir finalement acteur, ne pas être passif face effectivement à la situation qui nous contraint à pas mal de changements ces 2 dernières années. Et au lieu d'attendre bêtement, se dire bah, il faut attendre que la tempête passe, mais non, être actif et comme tu l'as dit, dans notre quotidien en changeant un peu certaines habitudes, en se retrouvant la connexion avec la nature qui est extraordinaire. Hein. Ici, depuis que je suis au Canada, bon, évidemment, je vivais à la campagne autour de Bruxelles. C'est déjà pas mal, mais la forêt de Soigne par rapport aux forêts canadiennes, c'est pas encore la même chose. Pourtant, comme tu l'as dit, on n'a pas besoin d'une forêt, on a besoin d'un coin de verdure, de se poser 10 minutes et d'observer des insectes. Normalement, il y en a encore partout. Hein. En tout cas, c'est le but. Et de pouvoir se reconnecter. Et puis, comme tu l'as dit, se reconnecter aux autres, c'est extrêmement important. C'est un sujet, je trouve, qui est passionnant et qui, malheureusement, avec les différents confinements, nous ont éloignés de l'autre. Et il faut pourtant garder cette connexion. On le voit ici, hein, à Ottawa, avec tous ces chauffeurs qui sont revenus. C'est vraiment, les gens sont heureux de se retrouver. Il y a de la joie, il y a des rires, il y a des chansons. Alors, parfois, c'est difficile de le voir de loin. Je sais que ce qu'on voit à travers certains médias, c'est pas toujours évident, mais sur place, je peux vous assurer que c'est de la collectivité. C'est des mamies qui font des cookies pour des centaines de chauffeurs. C'est des plats qui sont partagés ensemble. Et c'est vraiment de ça qu'on a tous besoin après 2 ans. En tout cas, un tout grand merci Bernard pour ta disponibilité. Si maintenant ceux qui nous ont écoutés, hein, que ce soit au Canada, en Belgique, en France, n'importe où, ils veulent en savoir un peu plus sur la permaculture, tu as un site, un Permasense, qui est vraiment très, très complet. Tu offres des formations. Alors, j'ai vu qu'il y avait une formation bientôt en anglais, mais si j'ai bien vu, c'est avec un sous-titre ou en tout cas une disponibilité pour les francophones, c'est ça? Oui, en fait, bon, elle a déjà commencé. Hein, c'est Seed, Cultural Emergence, Effective Design, et avec John Young et Luby McNamara, qui est l'autrice du livre que j'ai édité et traduit. Oui. Et John Young, auquel je faisais allusion avec les Heat Shields. Et donc, cette formation, elle a déjà commencé. Donc, mais il y aura d'autres cycles. Donc, si ça vous intéresse, il y aura moyen de s'y inscrire pour les prochains cycles. C'est 6 semaines. Et là, en fait, moi, je donne un support aux francophones, mais tous les cours se font en anglais. Les vidéos, les échanges se font en anglais et on se retrouve aussi dans des visioconférences dans le monde, enfin avec des gens du monde entier, Australie, États-Unis, Angleterre et compagnie. Donc c'est vraiment très chouette. C'est la 2e édition de Seed et on en fera encore d'autres. C'est ça. Pour ceux que ça intéresse. Puis bientôt, il y aura aussi un stage en avril en Belgique sur un thème aussi un peu similaire qui s'appelle permaconscience. C'est la pleine conscience, la permaculture et l'écologie profonde. Donc, ça, c'est aussi un stage qui aura lieu prochainement en Belgique. Mais tout ça est sur mon site. Et puis, il va y avoir d'autres formations qui vont encore avoir lieu avec une formation Erasmus aussi, qui est en rapport avec les Erasmus, un programme européen. Et donc, voilà, mais je fais de l'accompagnement. Donc, les gens peuvent me contacter pour ça aussi, s'ils ont envie de faire leur design de vie, s'ils veulent monter un collectif, tout ce qui touche le vivre ensemble, en tout cas, ça me passionne. Tout à fait. Je mettrai tous ces liens. Effectivement, on voit que tu proposes du coaching sportif. Alors, c'est
peut-être plus difficile en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusque chez toi, mais il y a du coaching effectivement santé, il y a effectivement ces différents programmes de design de vie que je trouve vraiment passionnants à faire pour éventuellement les gens qui aujourd'hui se disent qu'ils veulent peut-être changer et faire partie de cette décroissance, peut-être une solution pour sortir de la crise que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment, il y a énormément de choses accessibles aujourd'hui à travers les bons canaux. Sinon, il y a également le livre que tu as traduit, qui est disponible uniquement en Europe, où on peut le Alors, trouver, oui, alors je cherche, si jamais vous connaissez un distributeur au Canada ou en Suisse, ça m'intéresse. Pour l'instant, il est distribué en France et en Belgique. c'est Alors, ça. on peut le commander Oui, bien sûr. ici, mais bon, voilà, ce serait plus intéressant de pouvoir le distribuer sur place. Donc, si jamais un distributeur canadien ou suisse, hein, parce qu'il y a peut-être des Suisses qui nous entendent aussi, Voilà. souhaite voilà, distribuer le livre. C'est La permaculture et nous. Ça, c'est l'édition en fait anglaise. On voit pas très bien avec les reflets, voilà, comme ça. Et People and Permaculture, c'est l'édition originale. Et donc, il a la même couverture en français, c'est La permaculture et nous. Et voilà, il est disponible via mon site notamment. Justement, et pour terminer cette interview, parce que je trouvais vraiment ça très intéressant, le lien entre la permaculture, enfin en tout cas, moi je connais un tout petit peu la permaculture parce que j'ai deux cousins qui sont investis, mais pas à ce point. Donc j'étais très content d'avoir l'interview avec toi, Bernard. Mais à qui ça pourrait s'adresser, Permaculture et nous? Quelles sont éventuellement les questions que les gens pourraient se poser aujourd'hui et trouver une solution dans ton livre? Alors, je pense que ça peut s'adresser à tout le monde. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens sont en recherche de sens. Il y a deux choses. On constate que les gens sont en recherche de sens dans leur vie. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression, de burn-out, de problèmes de ce type-là. Et donc, faire son design de vie, c'est une manière de trouver un chemin qui répond à des besoins, à de la joie, des désirs, à des compétences aussi, et à mettre tout ça en place. Rien que le fait de faire l'exercice, de mettre le processus en route, ça produit déjà de la joie et de la dopamine, comme disait Andrew Huberman. Tout à fait. Le fait de mettre le processus et qu'à chaque étape, de célébrer le succès de chaque étape, ça produit de la dopamine et ça produit déjà du bonheur, autant, si pas plus, que d'arriver à l'objectif. Oui. Donc, c'est déjà mettre le processus en route, de faire le concept, le design, son design de vie ou son design de collectif. Je pense qu'il y a deux choses. Il faut travailler sur soi, comme on avait dit, il faut travailler sur le collectif et il faut travailler sur la société. C'est le win-win-win, comme on dit dans le Dragon Dreaming ou le rêve du dragon, c'est le win-win-win. Et le titre du livre, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça, c'est concevoir le bien-être individuel, collectif et planétaire. Donc, ça concerne vraiment tout un chacun qui pourrait être intéressé par… et le design, la toile de conception, traduit de l'anglais de design web, en fait, elle s'applique à tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, on peut très bien, par exemple, l'utiliser aussi bien pour ranger son garage ou son bureau, que pour faire son design de vie, que pour faire un design de collectif, que pour vouloir changer son mode de vie, ses schémas comportementaux, etc. Donc, on peut vraiment l'appliquer à tous les aspects de la vie. Donc, je le recommande à tout le monde. Quel que soit l'âge, parce que j'ai un jeune ado, là, il vient de fêter ses 15 ans, et il commence à être un peu intéressé à la permaculture pour les quelques infos qu'il a, mais est-ce que ça pourrait être déjà adapté à un adolescent qui cherche un petit peu dans la communauté, dans la société aujourd'hui? Oui, absolument. Le programme Erasmus, donc, il est destiné à des jeunes, donc, qui sont encore étudiants. Et le stage Permaconscience qu'on va faire en avril en Belgique, il est destiné aux familles. Donc, on accueille aussi bien les parents que les enfants. Donc, je pense que c'est d'ailleurs très important. Et on constate aujourd'hui que de plus en plus de jeunes se lancent dans la permaculture ou se lancent dans un style de vie un peu différent, qui sort un peu de l'ordinaire, etc., parce qu'ils sont à la recherche de plus de sens dans leur vie. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait même être partagé à l'école dès le plus jeune âge. Parce que
c'est un concept fondamental, inspiré de la nature, et on fait partie de la nature. Donc, je pense qu'on en a besoin à tout âge et à tout moment dans sa vie. Oui. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci pour ta disponibilité, Bernard, et pour toutes ces informations vraiment, en tout cas, pour moi, très enrichissantes. Je suis très heureux d'avoir pu trouver ce temps avec toi. Je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi, en tout cas. Prends bien soin de toi. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis pour un nouvel interview. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement Bernard en termes de permaculture. Et sinon, je vous souhaite aussi une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine. Merci David. Avec plaisir, Bernard. Ciao.